Merci beaucoup. Dans une première version que j'avais faite il y a un mois de la synthèse que je voulais vous présenter, j'avais 24 thèmes à vous proposer. Après les discussions d'aujourd'hui, j'ai essayé de ramasser ça à 3. Donc, c'est un peu l'idée de dire que, en quelque part, au cours des dernières semaines, on est passé à plus d'une centaine de propositions à travers la consultation, j'allais dire virtuelle, mais au moins avec les outils virtuels, mais c'était des propositions bien concrètes. On est passé à 20 ateliers, de 20 ateliers à 20 actions, et donc je vous propose, grosso modo, 3 thèmes. Et comme j'ai un défaut qui est celui d'être prof et d'être chercheur, j'ai essayé de faire une synthèse un peu globale et j'espère quand même de ne pas avoir trop quitté le terrain des vaches et la réalité des activités en éducation des adultes dans tous les milieux. L'idée, dans le fond, c'est il faut penser en quelque sorte, et c'est un peu l'idée que j'avais, penser tous les possibles, c'est-à-dire toutes les avenues qui sont envisageables au cours des prochains mois. On sait qu'on va être d'une manière ou d'une autre mobilisé par la production d'une nouvelle politique que le gouvernement veut établir d'ici la fin de l'année, ou à peu près. Et donc, je pense qu'il faut essayer d'envisager notre action, parce que pour moi, l'important, c'est pas de penser uniquement en termes de politique, c'est de penser en termes d'action publique. L'action publique, c'est l'action politicienne, c'est l'action gouvernementale, mais c'est aussi l'action des citoyens et de la société civile, comme de la société économique. Et dans ce sens-là, j'ai essayé de ne pas trop me censurer, même si on sait très bien que dans tout processus politique, à un moment donné, on est obligé de faire des compromis, pour arriver à des consensus et des actions. Mon premier thème, qui me semble-t-il, doit réunir ou peut nous réunir au niveau de l'action publique, c'est s'inscrire dans une représentation large, ou en tout cas élargie, de l'apprentissage tout au long de la vie. On sait très bien que cette manière de penser l'éducation, ça date grosso modo de 1995-96, que depuis ce temps-là, on est dans ce que j'appellerais ce régime intellectuel, d'une certaine manière. Mais je pense que ce projet porte des éléments très importants de collaboration et de coopération entre les différents acteurs de l'éducation des adultes. Et pour moi, s'inscrire dans cette logique-là, c'est d'abord une chose. C'est d'une part reconnaître que l'éducation des adultes, c'est un monde aux multiples segments, c'est un monde diversifié, ça fait sa richesse, me semble-t-il, car on peut penser les contributions des différents acteurs au développement personnel des individus, mais aussi au développement collectif du Québec et des sociétés dans lesquelles on vit. À ce niveau-là, je pense qu'à la fois pour le développement collectif et pour le développement personnel, notre action, et je pense que ce type de projet éducatif met de l'avant l'idée d'autonomie des individus comme étant la visée très générale de ce que doit être l'éducation des adultes. Cette autonomie-là, elle se vit dans l'emploi, elle se vit dans nos vies quotidiennes, elle se vit dans nos quartiers, elle se vit dans nos activités culturelles, elle se vit partout. Et dans ce sens-là, c'est une raison pour laquelle il faut collaborer, il faut travailler ensemble pour favoriser en quelque sorte une action visant l'autonomie individuelle et collective. Et là, autonomie collective, là, prenez-moi. Deuxième élément, c'est l'autre élément, je pense, c'est en même temps, ce projet-là, c'est aussi reconnaître l'existence des différents modes de formation et que ça soit le maintien ou les problèmes et les enjeux de maintien, de rehaussement des capacités de lecture de nos concitoyens, jusqu'à la formation scolaire au doctorat. Je pense que ces projets d'apprentissage tout au long de la vie permettent d'intégrer, me semble-t-il, l'ensemble des pratiques, de la pratique la plus formelle à la pratique la plus informelle.
Et dans ce sens-là, penser en termes d'apprentissage tout au long de la vie, c'est penser aussi les articulations entre les différents morceaux de l'éducation des adultes. Troisième élément, notre diversité a aussi un défaut. Parce qu'en quelque part, on ne voit pas toujours l'ensemble du portrait, l'ensemble de la peinture, on voit justement que les segments. J'ai été frappé l'année dernière de voir que dans tout le mouvement érable, l'image ou la figure de l'étudiant universitaire qui ressortait était essentiellement l'étudiant jeune qui arrivait, bon, grosso modo, qui arrivait du cégep. Alors que 47% de la population étudiante dans nos universités au Québec a 25 ans et plus, que parmi cette proportion-là, la majorité est au premier cycle, beaucoup dans des certificats, qu'on voit accroître au deuxième cycle la population de cette population-là depuis quelques années. Et donc, le défaut, c'est de rappeler que les adultes, dans les différents lieux de formation, non pas uniquement dans les institutions scolaires, les adultes, c'est un poids important des pratiques réelles. Donc, je pense qu'il faut toujours rappeler, et cette préoccupation-là, elle a été présente hier soir comme elle a été présente dans beaucoup d'ateliers. L'autre élément ou l'autre défaut, c'est que par moment, on est en concurrence les uns avec les autres, et parce que, en quelque part, les ressources publiques sont aussi des ressources rares, et donc et c'est justement pour ça qu'il faut aussi penser notre action de façon plus globale, de plus générale, à travers cette idée d'apprentissage tout au long de la vie. Donc ça, c'est ma première idée. Ça rejoint d'une façon différente l'idée de bien commun ou d'agir pour le bien commun, mais je pense que c'est fondamental pour qu'on puisse avoir une action un peu plus concertée et avoir des clés, en quelque sorte, pour agir ensemble. Le deuxième thème, vous allez voir, ça se ressemble encore beaucoup, c'est qu'il faut penser notre action en termes de parcours éducatif. Si notre action doit penser tout au long de la vie, si notre action doit penser l'autonomie des individus, il faut aussi penser l'individu dans sa biographie, j'allais dire, de sa naissance jusqu'au moment où, à 75 ans, il apprend Internet, il apprend à utiliser un ordinateur pour servir d'Internet et communiquer avec ses petits-enfants par Facebook. Donc, si on veut le prendre tout au long de sa vie, il faut penser en termes de parcours. Et pour moi, l'idée de penser notre action en termes de parcours individuel et en termes de parcours éducatif, ça a 4 avantages. Premier avantage, c'est que ça permet de penser l'accessibilité aux ressources, à toutes les ressources, encore une fois, et ça permet de penser les conditions d'études et donc d'amélioration des conditions de réussite et des conditions de persévérance. Deuxième avantage, c'est penser l'individu dans tous ses désirs de formation, dans tous ses projets de formation, que la formation soit formelle ou non formelle. C'est de penser des continuités entre les différentes activités que ces personnes peuvent avoir. Et en quelque part, l'idée même de la RAC, de la reconnaissance des acquis, part fondamentalement de cette idée de permettre une continuité et permettre une reconnaissance des acquis tout au long de la vie. Troisième avantage, c'est de penser l'individu en fonction des articulations entre la formation et l'ensemble des activités de sa vie, l'emploi, la vie familiale, la culture, l'engagement citoyen, etc. Et quatrième élément de la notion de parcours éducatif, c'est aussi d'orienter l'organisation des services de formation et des activités. On ne peut pas penser les parcours individuels sans penser en même temps ce que j'appellerais, pour aller vite, l'offre de formation,
son organisation, que ce soit dans les services d'accueil ou que ce soit dans les activités elles-mêmes. Et dans ce sens-là, penser en termes de parcours, ça interpelle les personnes qui font de la formation, qui planifient de la formation, pour qu'en quelque part, que toutes les passerelles, toutes les transitions soient pensées en fonction, non pas, je dirais, de critères bureaucratiques, mais en fonction des personnes qui sont en formation. Donc, pour moi, c'est le quatrième élément qui interpelle en quelque sorte les institutions d'enseignement et qui interpelle l'ensemble des lieux de formation de la société québécoise. Puis le troisième thème que je voyais, le mot est peut-être pas le meilleur, mais j'en ai pas trouvé d'autre. C'est celui de la professionnalisation du champ. Et là-dedans, je voudrais souligner 3 idées. La première, c'est qu'il faut assurer des ressources de formation pour l'ensemble des formateurs. On a parlé de l'importance que les enseignants du secondaire, par exemple, aient des cours, sinon en andragogie, au moins des cours qui leur rappellent c'est quoi l'éducation des adultes, qui leur disent c'est quoi l'éducation des adultes, que peut-être qu'en fait, ils vont enseigner en éducation des adultes et peut-être pas aux jeunes, ne serait-ce que pour ça. Il faut assurer le perfectionnement, il faut assurer la formation des formateurs dans les milieux non formels. Et on sait très bien que des phénomènes d'enveloppe fermée, des phénomènes de non-indexation des ressources, du perfectionnement professionnel et de la formation de formateurs devient beaucoup plus limité. Donc ça, c'est un premier élément qui, moi, me paraît important, que toute action publique en termes d'éducation des adultes doit tenir compte. Deuxième élément, c'est, puis là, je l'ai dit hier, je suis un peu corporatiste, c'est mon défaut par rapport à mon métier aussi, c'est d'assurer la recherche en éducation des adultes. Et là, effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs thèmes. Ce matin, les gens ont parlé de plusieurs des thèmes d'une part. Moi, je pense qu'il y a des éléments au niveau macro-social qu'il faut qu'on fasse. Il faut savoir combien il y a d'adultes. Et il faut pour ça faire des recherches, il faut faire des sondages globaux pour effectivement avoir une idée de combien d'adultes sont en formation d'une manière ou d'une autre et comment cette situation-là évolue dans le temps. Il faut des recherches évaluatives, il faut des recherches de suivi, il faut aussi des recherches pour mieux comprendre la situation de nombreux apprenants qui sont souvent des situations loin d'être faciles et dans certains cas très difficiles. Et dans ce sens-là, l'autre élément que dans le petit peu que j'ai assisté sur l'atelier, je pense que ce que les gens disaient, j'étais extraordinairement surpris, agréablement surpris de l'accueil que les gens veulent faire aux chercheurs quand on parle des gens de la base. Le problème, c'est au-dessus d'eux possiblement, mais c'est clair qu'en quelque part, ce qu'on veut aussi, c'est que la recherche se fasse avec eux, répondre en même temps à des interrogations de chercheurs, mais aussi répondre à leurs questions en même temps. Donc, c'est à la fois dans la manière de faire de la recherche que dans les thèmes qu'aujourd'hui, on a développé un discours très intéressant. Et le troisième élément, et je termine là-dessus, c'est, Claudie l'a aussi indiqué d'une certaine manière, et je pense que c'est un vœu qu'on a entendu dans beaucoup d'ateliers, c'est le fait d'avoir des lieux, un espace permanent de concertation, l'importance de comprendre l'ensemble des obstacles, par exemple, l'importance de se coordonner pour avoir une intervention plus forte au niveau des pouvoirs publics, m'apparaît être un dernier élément au niveau de la professionnalisation du champ, ou en tout cas de son organisation plus forte, comme étant un élément fondamental, voulu, et il y a urgence d'une certaine manière, parce que dans beaucoup de milieux, les ressources se font de plus en plus rares, et qu'en quelque part, il y a un agenda politique qui pourrait effectivement
orienter les ressources publiques, fournir aux adultes québécois des ressources dont ils ont possiblement été privés par une